Alors, on est ravis aujourd'hui, enfin, vous le savez, le fil rouge de l'événement, c'est autour de l'IA. On est ravis déjà d'accueillir iTouch, qui est nouveau sur l'événement, et surtout de venir prendre la parole avec Accor pour simplement, enfin pas simplement, mais surtout vous exposer comment Accor a transformé son organisation marketing, pilotée par la data et l'IA. Donc, j'appelle sur scène du coup Jennifer Timmerman, VP Sales de iTouch, accompagnée de Mehdi Messi, directeur, Loyalty Commerce de chez Accor. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là aujourd'hui pour cette keynote à Monaco avec nous. On va sortir les lunettes de soleil. C'est vraiment oui, extrêmement... C'est vrai qu'on ne vous voit pas du tout. J'espère qu'il y a du monde. Ok, il y a du monde. Nous allons vous présenter comment est-ce que le groupe Accor est passé d'une idée marketing d'une idée de campagne à une stratégie marketing. Tout ça 13 fois plus rapidement que ce qu'il faisait avant, en se basant sur une stratégie pilotée par la donnée et accélérée par l'intelligence artificielle. À 300 km d'ici, au nord-est, à la frontière franco-suisse, se trouve le grand collisionneur de Hadron. Je ne sais pas si vous connaissez, le plus grand accélérateur de particules au monde. Cet accélérateur de particules permet aux scientifiques qui propulsent des particules de découvrir les merveilles de l'univers. Rassurez-vous, je ne suis pas physicienne. Et je simplifie sûrement, donc vous me pardonnerez. Mais à mes yeux, 3 principes font tourner cette merveille d'ingénierie. Donc, premièrement, l'indépendance. Des milliers, des millions, des milliards de particules se déplacent d'elles-mêmes. Ensuite, le pilotage. Malgré cette indépendance, ces particules doivent se rencontrer au bon endroit, au bon moment. Et pour finir, la vitesse. Sans vitesse, pas de collision. Et sans collision, pas de magie. Dans les entreprises complexes, le marketing obéit aux mêmes lois. Des équipes autonomes, un cap clair et les bons outils pour aller rapidement faire vivre des expériences formidables et uniques à chaque client. Donc, je suis Jennifer Timmerman, responsable des ventes pour l'Europe du Sud et le Moyen-Orient pour iTouch, et j'ai l'honneur d'être accompagnée par Mehdi, Chief Loyal et E-Commerce Officer de chez Accor, plus grand groupe hôtelier mondial sur le segment premium, présent dans 110 pays, avec plus de 45 marques. Merci pour Jennifer. Sur moi, je n'ai pas à répondre sur des notions de fission nucléaire. Ça s'appelle le CERN, Centre européen de recherche nucléaire, c'est ça, à Genève. Non, on ne va pas parler de fission nucléaire, on va parler en revanche de marketing, puisque vous êtes les experts, et j'espère qu'on sera à la hauteur. Je vais vous parler de All Accor, je vais vous parler de la trajectoire qu'on a eue depuis maintenant 4 ans, puisque c'est une plateforme qui a été créée juste avant le Covid. On a eu la très très bonne idée de créer une plateforme et de la lancer en novembre 2019 dans le tourisme, juste avant le Covid. Et ça a été une très très belle aventure. Mais je vous passe toutes les étapes qu'on a eu à franchir. Et je vous donne aujourd'hui ce qu'est All Accor. Et c'est un écosystème qu'on a créé parce que notre fondateur a créé Novotel, Ibis, etc. Mais Sébastien Bazin, notre CEO, a basculé le modèle vers ce qu'on appelle de l'asset light, c'est-à-dire qu'il a vendu les murs des hôtels. Il a été en mesure d'intégrer des nouvelles marques pour diversifier en fait notre empreinte géographique et la diversification des marques. Et on a eu en fait une expansion extrêmement rapide entre 2016 et 2018. Et les clients en fait ne se rappelaient pas ou ne reconnaissaient pas en fait ce groupe. Ils ne savaient pas quelles étaient les marques dans l'écosystème, ce que représentait Accor aujourd'hui, et il y avait des fausses notions qui circulaient. Et donc, il a été décidé en 2019 de relancer cette plateforme, de lancer une plateforme, et une plateforme complète où la fidélité est au cœur, mais on a tout l'écosystème complet d'Accor, serviciel, marque. Mais aujourd'hui, on a 115 millions de membres
On recrute environ 2 millions, proche de 2 millions de membres par mois aujourd'hui. On a plus de 360 millions de visiteurs sur notre app et notre booking platform. On a fédéré des partenaires autour de cet écosystème qui viennent compléter en fait l'hôtellerie dans le voyage, mais également dans l'everyday. On a créé des cartes d'abonnement également. Donc on a vraiment testé beaucoup de modes d'engagement avec des produits off the shelf, donc des produits qui permettent d'aller au-delà de la fidélité classique, organique, où en fait vous payez pour un service. Et puis bien sûr, lorsqu'on demande à nos membres qu'est-ce qui leur plaît dans le programme, ils commencent tous par leur expérience à l'hôtel. Et ils ont tous des marques qu'ils préfèrent, des marques affinitaires. Et la difficulté, c'est comment on rend cet écosystème simple et lisible pour nos clients. Parce qu'il y a 50 marques. Alors souvent, c'est la question qu'on pose de temps en temps, mais qu'on pose tout le temps à Sébastien Bazin, notre CEO, c'est est-ce que vous n'avez pas trop de marques ? Et la culture, en fait, d'accord, qui est une culture bien sûr française, et je pense qu'on peut en être fier, mais c'est une culture fondamentalement internationale. Ces acquisitions qui ont eu lieu entre 2016 et 2019 ont été autour de marques régionales qui ont été intégrées et qui ont en fait fait grandir l'écosystème des marques. Et donc Fairmont, par exemple, marque canadienne, d'origine canadienne, a été intégrée. Une marque comme Hoxton, qui est née à Londres, a été intégrée, etc. Et ça forme désormais un écosystème complet. Mais la difficulté, c'est bien sûr d'être présent dans 110 pays dans le monde, comme le disait Jennifer, d'être un leader dans la partie premium et mid-scale, ça c'est magnifique. On vient maintenant développer énormément de marques luxe et lifestyle. Mais maintenant, comment est-ce qu'on vient opérer d'un point de vue marketing cette complexité géographique, cette diversité de marques et ces positionnements qui s'adressent à des audiences différentes? C'est un peu ça le défi qui était le nôtre lorsqu'on a commencé. Et maintenant, je vais vous parler peut-être d'éléments qui touchent peut-être votre organisation, parce que nous, c'était un défi. C'est qu'en juillet 2022, on a décidé de passer sur un marketing décentralisé. Décentralisé parce qu'on voulait que ces identités de marque soient fortes. Quand on parle d'une marque hôtelière, on parle d'un design, on parle d'un service, on parle d'une identité, on parle d'une audience spécifique ou un target audience. Et on a donné le pouvoir aux marques et aux régions pour être plus rapide, plus lean. Et nous, en centrale, on s'est senti déstabilisés. Déstabilisés parce qu'on devait quelque part garder l'œil du client au centre du game et s'assurer qu'on soit véritablement cohérent sur la totalité de notre périmètre. Et à ce moment-là, on avait très peu de tech stack, de MarTech et de tech stack global qui nous permettaient de répondre à ces enjeux de pilotage de cette complexité. Et donc, on s'est retrouvé dans un climat assez difficile. Parce que quand on intègre des marques, vous pouvez imaginer qu'il y a du legacy. Dans chaque hôtel, il y a ce qu'on appelle un Property Management System, ce qu'on appelle un PMS dans notre jargon, ce qui est en fait qui gère l'opérationnel de l'hôtel, mais également la base client. Tous ces PMS viennent alimenter un data lake, mais à l'époque, c'était qu'une partie, les marques historiques, mais pas les nouvelles marques. Donc le premier défi, c'était le silo de données. On avait de l'hétérogénéité dans les sources, l'hétérogénéité dans les saisies, l'hétérogénéité dans les process, et on était véritablement en fait dans une phase où on ne pouvait pas avoir un socle commun. Le deuxième, c'était que c'était la croix et la bannière pour nos marketeurs de lancer des campagnes. C'était beaucoup trop lent. Les extractions de données étaient extrêmement chronophages, et on avait vraiment un time to market qui était, excusez-moi l'expression, pitoyable. Dans un monde du tourisme où tout change, et on le voit en ce moment, on devait prendre environ 2 à 3 mois pour lancer une campagne, ce qui était extrêmement pénalisant. Et puis, des insights difficiles d'accès, cette hétérogénéité de données faisait qu'en fait, on n'avait pas nécessairement la certitude que l'audience ou la campagne qu'on allait lancer allait attirer les bonnes personnes parce qu'on se basait sur des données transactionnelles et non pas des données comportementales. Donc on avait vraiment un défi de taille. Donc ça, c'est un peu pour le contexte. Et justement, donc c'est un contexte compliqué, on est tous alignés avec ça. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit chez Accor, il faut changer, pour passer à l'échelle, il me faut une stratégie de data unifiée?
quand je suis arrivé, en fait. Non, mais quand on est arrivé, quand on a lancé ça post-Covid. Pré-Covid, en fait, on a été, je pense, un peu naïf. C'est un petit peu un exercice de franchise avec vous. On pensait qu'un rebranding allait suffire pour éduquer le client et le guider vers la bonne marque avec une plateforme qui faisait effectivement ce qu'elle est censée faire, c'est-à-dire réserver des hôtels, sélectionner des marques avec des caractéristiques hôtelières. Mais la réalité, c'est que, en fait, pour travailler en full funnel, on n'était pas du tout au niveau d'un point de vue marketing tech stack. Et donc, notre premier défi en 2021 a été de convaincre notre direction financière de l'apport en fait, d'un tech stack marketing et de les faire basculer vers un test à grande échelle. Et ça a été 2021 et on a commencé à avoir la validation en 2022 et on a commencé avec Salesforce Marketing Cloud d'ailleurs en 2022. Mais on avait ce problème, c'est qu'on n'avait pas toujours notre fameux socle indispensable, celui de la data unifiée, single source of truth. Et là, vous avez, appelez ces 5700 PMS, des contacts, des séjours, des statuts de fidélité, bien sûr gérer le consentement, des bookings, des référentiels spécifiques à chaque client, et tout ceci arrivé de façon désordonnée. Donc, et incredible but true, on a fait les choses complètement à l'envers. C'est-à-dire qu'on a commencé avec Salesforce, parce qu'il y avait des relations privilégiées entre nos CEO. Vous savez, ça se passe un petit peu comme ça dans les sociétés. Et puis derrière, on s'est dit, mais attention, si on a d'un côté ce qui va envoyer de la communication, est-ce qu'on a les bases solides? On ne les a pas. Et donc, on a commencé de l'autre côté du spectrum. On a commencé à mettre toute notre data sur le data class avec AWS. On a pris Snowflake pour pouvoir structurer cette data. Et là, on commençait à avoir les reins suffisamment solides à partir de fin 22, début 23. Donc ça, c'est un petit peu la chronologie. Et en 23, on a réalisé qu'il y avait beaucoup de tensions entre le data et le business. Parce que le business disait toujours que la data n'était pas de bonne qualité et que, je pense que vous voyez ce que je veux dire, et qu'il y avait énormément de frustration quand, en fait, sincèrement, l'équipe data était face à une montagne qui devait résoudre très, très rapidement. C'est régler cette hétérogénéité de data, de sources différentes, sans process qui était véritablement structuré. Et donc, ils ont poussé pour Snowflake. Mais à chaque fois qu'on voulait lancer une campagne, on demandait à la data d'intervenir. Et c'est la plus grosse erreur qu'on puisse faire. C'est de demander à des data engineers d'être des marketeurs. Et très rapidement, on s'est dit qu'il faut qu'on lance en fait une CDP. Et c'est là qu'on a commencé. C'est la petite couche qui manque, mais une couche essentielle. Alors, cette couche-là, c'est pour ça qu'on a Snowflake, on a iTouch, et il y a deux territoires d'expression qui sont différentes. On a véritablement tout l'amont avec les data teams, et on a notre CDP composable, et je pense, Jennifer, tu vas en parler 2 secondes. Et là où je veux insister, c'est qu'on a fait un RFP, bien sûr, mais on a impliqué tout le monde dans cet RFP. Le data, le legal, le procurement, le business. En fait, on avait un consortium pour cet RFP qui nous a permis d'avoir l'aval de tous les départements, permettant en tout cas d'avoir un scoring system qui nous a permis de choisir en fait ce qui est aujourd'hui un partenaire fort pour nous, qui est iTouch. Et une des demandes de la data team, c'était on veut garder le data chez nous. On ne veut pas donner notre data à un parti tiers qui va nous rendre dépendants d'une part, mais sur lequel on va avoir beaucoup plus de complexité pour continuer à faire évoluer notre chaîne de valeur de data. Et donc, on avait deux écoles, des écoles intégrées avec le data intégré et des écoles de CDP composables. Et la data a dit, nous, on veut une CDP composable. Et peut-être que tu veux raconter ce que c'est une CDP composable. Bien sûr, donc une CDP composable, le principe, c'est de ne pas payer une plateforme entière. Si vous avez des sujets d'identity résolution, on peut y répondre. Et il y a une ribambelle de sujets et on va adapter notre outil à vos besoins. On va vraiment s'insérer dans votre écosystème.
On est vraiment le petit layer UI, excusez-moi de tous ces anglicismes, au-dessus de votre data warehouse, donc Snowflake, Databricks, GCP, pour activer la data et que les équipes métiers activent directement votre data qui n'est répliquée à aucun moment. À l'époque, iTouch 2023, sincèrement, excuse-moi, pas connu. Pas connu. Pas connu à un tel point que quand en fait, notre choix s'est porté sur iTouch, en fait, il y avait des doutes en interne. Et moi, je ne suis pas payé par iTouch. Mais je veux dire le cheminement qu'on a eu, nous, Accor. Et ce qui nous a convaincus, c'est que pendant le RFP, et moi, je vous encourage à faire ça. Excusez-moi, je ne suis pas ici en donneur de leçons, mais je vous encourage à le faire parce que ça a été déterminant dans l'alignement des décisions, c'est de faire des live démos. Et iTouch a été en mesure de faire des live démos sur notre data stack, permettant, en tout cas, les ingénieurs et le data, de dire c'est pas juste des belles présentations où on vous vend le rêve. Aujourd'hui, ils sont capables de le faire sur notre data lake avec une segmentation Snowflake. Et Snowflake et iTouch étaient complètement compatibles. Et très rapidement. Et ça nous a... les derniers sceptiques, en tout cas, ont été convaincus. Et là, c'est notre expérience iTouch Accor. Mais on aura tous et on a tous des décisions à prendre avec cet environnement qui évolue extrêmement rapidement. Et la live démo, pour moi, maintenant, c'est devenu en tout cas un golden rule pour tous les RFP. Parce que les pitchs qu'on a entendus maintes fois, on vous promet monts et merveilles, et le produit n'est jamais en mesure d'assouvir ce rêve, malheureusement, ça vient gangréner notre industrie. Alors, ce que ça a pu donner, c'est de l'indépendance aux marketeurs. La possibilité, c'est donc un Composable CDP, vous avez effectivement des audiences que vous créez, et vous avez la possibilité de créer des connecteurs avec vos différents en fait, canaux, qui soient canaux own, earned, paid, whatever. Et vous avez la possibilité en fait, de les créer uniquement avec des connecteurs qui sont réutilisables par d'autres marketeurs. Donc aujourd'hui, on a plus de 3469, c'est précis, audiences. On a ceux qui ont été récemment créés et on a les inactives qui sont créés, qui n'ont peut-être pas porté nécessairement tous leurs résultats ou en tout cas qui sont moins fréquemment utilisés. Et dans une organisation marketing comme la nôtre, ce qui était important, c'est de best practice sharing et de pouvoir avoir des audiences créées qui puissent être répliquées par d'autres business units très rapidement et très facilement. Donc ce côté self-serve a été très important. Et donc concrètement, qu'est-ce qui a changé pour un marketeur Accor entre avant le self-serve et après? Rapidité d'exécution, hein, on le verra dans les chiffres tout à l'heure, mais de l'apaisement aussi. Apaisement parmi les équipes, capacité effectivement d'avoir vraiment des rôles distincts. Et puis, dans un marketing décentralisé, notre préoccupation, en tout cas mon équipe, qui est d'ailleurs au premier rang, je la salue, c'était de garder en tout cas l'œil du client au centre de nos préoccupations. Parce que le plus grand danger, c'est qu'une organisation décentralisée devienne la façon dont on veut que le client regarde notre organisation. Et c'est faux. En fait, on a besoin de garder l'autonomie en région et la puissance des marques, tout en gardant cette vision 360, et seuls les marketeurs pouvaient le donner. Mais nous, ici, ce que vous voyez, c'est qu'on a dû trouver une nouvelle gouvernance. Donc on appelle ça Freedom Within a Box. Donc on leur donne de l'autonomie, on leur donne un champ d'action défini, des audiences et des géographies ou des typologies de clients qui sont les leurs. Et on a la possibilité d'avoir des super users qui ont les capacités de changer les admin rights, d'avoir effectivement des audiences complémentaires et d'agir, par exemple, sur des campagnes mondiales ou régionales. Donc on a créé toute une série de règles de gouvernance et ça permet de garder le libre service et donc la facilité d'accès et également d'avoir de la cohérence. Parce que, je vous donne un autre exemple, on a créé des pressure rules, des règles de pression commerciale, pardon, qu'on a imposées. Qu'on a imposé, ce qui veut dire qu'au bout d'un moment, on a su prouver par le data et par la CDP qu'au bout d'un moment, des clients sursollicités, parce que c'était les clients comme par hasard qui étaient en haut de notre pyramide de fidélité, les platinum and so on, mais qu'ils étaient constamment sollicités. Parce que quand on veut avoir du retour sur investissement, on va cibler nos clients les plus fréquents. Mais le problème, c'est qu'il y avait une partie de la base qui n'était jamais sollicitée
Et puis on créait surtout du désabonnement. Et donc on avait des courbes qui étaient extrêmement abruptes, de clients à fort potentiel qui se désabonnaient parce qu'on n'avait pas su orchestrer la façon dont on engageait avec le client. Et donc à travers ces règles, on a pu définir les clients à affinité luxe qui étaient engagés avec le luxe, sur lesquels on avait des champs d'action pour les marques luxe, tout en respectant ces règles de pression commerciale. Donc voilà, on a su ménager, si tu veux, les deux, l'autonomie, la rapidité d'exécution, et puis la cohérence et la stratégie. Super. Maintenant, on va un peu voir les bénéfices côté chiffres. Alors, quand on commence de bien bas, on progresse vite, parce que c'est absolument choquant d'avoir, en 2022, des campagnes qui mettaient 2 à 3 mois, mais c'était la réalité. Et bien sûr, maintenant, on a des créations d'audience se font entre 8, en fonction de la complexité, entre 8 et 15 fois plus rapidement. Et cette faculté de pouvoir rentrer des informations, les visualiser à l'écran, les identifier, les segmenter, les activer et suivre l'impact pour pouvoir apprendre et améliorer en tout cas ce scoring. Donc ça a été extrêmement bénéfique. Bien sûr, il y a eu des réductions également d'effectifs de personnes qui avaient des tâches trop répétitives et mis au profit en tout cas de la qualité. Et puis des plus 20% en ROAS sur le segment luxe qui étaient sceptiques à l'idée de pouvoir engager également des clients par des voies de digital marketing. On leur a prouvé bien sûr le contraire. Des taux de téléchargement de l'application qui pour nous est véritablement la locomotive vraiment de notre stratégie web direct, parce qu'on a des CLTV qui augmentent par 2 ou 3 en fonction des segments quand ils ont téléchargé l'application. Donc nous, le App First stratégie, c'est au cœur de nos préoccupations. Et à travers cette segmentation, on a pu augmenter ceci. Et puis les conversions, bien sûr, sur les audiences cibles qui ont augmenté. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'assez bénéfique. Le nombre de téléchargements d'applications, il est vraiment impressionnant. Je ne pensais pas que c'était aussi significatif. On est à 50% de notre business web direct qui est mobile dependent. Notre objectif, c'est de la porter aux 2 tiers. Bien sûr, l'app est au cœur de cela. On a encore du web mobile. Mais the name of the game, aujourd'hui, c'est l'application et surtout pour les clients fidèles. On a 99% des utilisateurs de l'application qui sont des clients, qui sont des membres du programme de fidélité. Voyons voir un cas d'usage, peut-être. Alors, un petit cas d'usage. Je regarde dans le timing, on est bon. On est bon. Cas d'usage, ça c'est tout simple. Je vous parlais qu'il y avait du scepticisme des marques luxe sur l'engagement marketing digital pour leurs clients. Vous savez, historiquement, les marques luxe, ici vous avez de beaux établissements de luxe, c'est des circuits assez traditionnels de distribution, des agences de luxe, des tours opérateurs de luxe, des intermédiaires de luxe, qui font que en fait, les marques ont tellement l'habitude de travailler par ces réseaux qu'ils pensaient que l'engagement direct avec des clients n'allait pas nécessairement porter leurs fruits. Et ce qu'on a dû leur démontrer, c'était on était capable d'avoir un look and feel, un templating et du contenu spécifique pour ces clients. Mais surtout, on a établi des règles de scoring, donc des règles de scoring d'appétence pour des marques luxe, avec plusieurs facteurs croisés, comportementaux, mais également look-alike, la capacité effectivement à avoir de la progression en life cycle parmi nos marques. On a fait un mapping de toutes nos marques. On a 64% de notre chiffre d'affaires qui est généré par nos clients multimarques. Donc on a les 2 tiers de notre business qui n'ont pas en fait des Fairmont lovers ou des Novotel lovers, ils sont fondamentalement des clients fidèles au groupe. Mais quelles sont les différentes marques qui sont pilotes, celles qui nous permettent d'engager la 2e marque plus rapidement? Et dans le luxe, on a démontré qu'on avait des marques pilotes par zone géographique, Fairmont sur les États-Unis, Sofitel en grande partie sur la partie Europe, etc., etc. Et donc, on a orchestré cette campagne de segmentation luxe de concert avec les marques et pour leur prouver qu'on était capable d'avoir des taux d'ouverture qui ont doublé avec cette campagne, mais à travers surtout la segmentation et les audiences. Donc ça, on a cassé un petit peu des idées reçues des circuits de distribution de ces hôtels qui maintenant nous donnent, nous, en tant que marketeurs, plus de valeur parce qu'on a besoin d'avoir des hooks,
des hooks de valeur, une unité gratuite, un upgrade ensuite, pas uniquement du discount tarifaire, parce que le luxe n'aime pas ça. Et donc, on nous donne beaucoup plus de latitude sur des champs d'action, parce que le résultat est là. Et surtout, on a pu leur démontrer qu'on était capable de segmenter des clients luxe en donnant plus de part de voix à ces clients luxe. Donc ça, c'était grâce à l'utilisation de la CDP. En tout cas, c'est l'usage qu'on en fait aujourd'hui. Super. Et maintenant, un deuxième cas d'usage aussi où la rapidité a été clé. Alors, je vous parlais d'App First. Donc là, on est sur une campagne. Tout à l'heure, c'est une campagne mono-audience, donc luxe avec des critères associés. Là, on est sur des audiences multi-critères. Donc là, c'était famille, luxe et futurs utilisateurs de l'app, sur lesquels on a lancé une campagne commerciale. Et en fait, on a cassé également un silo au niveau de notre revenue management. C'était, vous savez, les revenue management, déjà, ce sont des ayatollahs, peut-être c'est pas un terme que je dois utiliser, mais c'est un peu des intégristes quand même, et un deuxième terme que je ne peux pas utiliser, mais du commerce. Et quand ils ont dit non, en gros. Et on a dû leur expliquer qu'ils devaient créer une offre commerciale spécifique pour les utilisateurs de l'app. Donc créer de la disparité tarifaire autour de l'application. Et donc, ça veut dire qu'on a lancé en fait un concept qui s'appelle les App Days, qui dure... Oui, j'allais demander 2 semaines, je crois que tu m'avais dit. Oui, c'était 2 semaines, 3 fois par an, et sur lesquels le meilleur tarif disponible est uniquement sur l'application. Donc, c'est un vecteur extrêmement puissant pour les web users de télécharger l'app. On en fait la promotion sur le web, et là, après la suite, la CLTV en découle, et on a des repeat rates qui sont beaucoup plus conséquents. Et donc cette campagne a été lancée, de nouveau avec les extractions d'audience, et on a eu un doublement du téléchargement pendant cette période, durée de séjour qui a augmenté de 1,2 jours, et puis un panier moyen également qui a augmenté de 150 € sur cette audience définie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est capable de le mesurer. Donc ça veut dire qu'en fait, on fait des extractions d'audience, on est capable de faire le before and after et de venir corriger cette audience au fur et à mesure, parce que maintenant, ça fait depuis combien de temps qu'on fait les App Days? 1 an et demi? 2 ans? 2 ans? 2 ans, à raison de 2 ou 3 campagnes par an, et systématiquement, on affine ces audiences pour avoir les meilleurs résultats possibles. Super, merci Mehdi. Donc la technologie a réellement transformé la manière dont les équipes collaborent, et on aimerait t'entendre un petit peu sur Accor. Je pense que je l'ai dit, je pense que éviter la friction, avoir des rôles plus clairement établis, fast time to market, focaliser sur la totalité du full funnel, donc en full funnel, c'est-à-dire l'acquisition, le loyalty, le multiplication, la conversion. Donc chacun maintenant est en mesure d'avoir des leviers de performance, et on a le respect également de l'ADN des marques, parce que quand vous êtes dans un business drivé par le produit, mais il est très important d'embarquer également ces marques, et en leur prouvant qu'on est capable de segmenter pour eux leurs audiences pour les embarquer encore plus dans nos initiatives marketing. Donc ça a été un petit peu la conclusion de cette mise en place qui nous a pris 2 ans et demi. Je regarde mon équipe, savoir si je raconte pas de bêtises. Super. Et si tu devais résumer justement, rapport à cette équipe, le plus grand changement culturel? Culture de la performance. Ça veut dire que quand on parle au data et que le data parle performance, je pense qu'on est déjà sur une bonne trajectoire. Et tout le monde, et toute la chaîne de valeur est impliquée. Et les objectifs en fait, de performance sont maintenant acceptés par la data, par la tech. Et en fait, toute la chaîne de valeur a maintenant, dans des objectifs de bonus, ses performances commerciales. Donc ça, je pense que ça a été, en tout cas, qu'on est capable d'accepter que son salaire va être indexé sur la performance et qu'on n'est pas, en fait, le dernier maillon de la chaîne, entre guillemets, ça veut dire qu'on a réussi à embarquer. Très clair. Cette slide s'intitule « Le futur » en parlant de l'intelligence artificielle, mais je crois savoir que chez Accor, ce n'est pas vraiment le futur, mais c'est plutôt le présent. Tu as remarqué que j'ai tenu 20 et quelques minutes sans se dire IA, j'en suis très fier, parce que, en fait, on peut parler d'IA de façon assez obscure. La réalité, c'est qu'à travers la CDP, on a du scoring, on a des algorithmes, c'est de l'IA. Et maintenant, quand on parle du futur, on travaille
aujourd'hui sur l'ensemble du funnel, c'est-à-dire la définition de la stratégie, la définition du brief agence, la définition de la campagne, la définition de l'audience, la définition du contenu, les campagnes, les pré-testing, les résultats de la campagne et les améliorations et les optimisations de ciblage. Donc, en fait, l'IA vient s'insérer à divers degrés avec des modèles propriétaires ou par des parties tiers sur l'ensemble de notre stratégie marketing. Super. En plus, je crois savoir que c'est exactement ce que fait l'agent iTouch. Ça tombe bien. Non, mais maintenant qu'on a le socle, on peut s'amuser, on peut rajouter de l'accélération. C'est surtout ça. Et le dernier point, la fidélité a été, les programmes de feed ont été construits de façon très verticale. Hein, et puis en plus, tous avec les mêmes noms, Silver, Gold, Platinum, c'est magnifique. C'est une industrie qui n'a pas beaucoup changé. Et l'IA nous permet de faire autre chose, à travers cette verticalité, de créer de l'horizontalité et de créer en fait de la fidélité, alors bien sûr one-to-one, donc ça veut dire à la carte. La récurrence de consommation crée bien sûr des avantages plus vertueux pour le client, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas y intégrer de la personnalisation. Et maintenant, ce qu'on vient faire, c'est on vient créer des socles de valeurs qui vont venir s'insérer en fonction des audiences et qui vont être force de proposition, donc proactivement proposées. Et on va être dans un programme de fidélité vraiment à la carte. Et la next step sur laquelle on travaille, c'est Predictive Loyalty. C'est au lieu de donner les règles pour pouvoir adopter un comportement qui est vertueux pour l'entreprise, à savoir plus de consommation ou la bonne consommation, que ça soit en horizontalité ou en verticalité. Là, maintenant, on va aller récompenser les clients parce qu'on a détecté un pattern qui est prédictif et sur lequel on doit récompenser le client avant qu'il ait démontré son comportement. Et donc ça, je challenge mon équipe au niveau de la feed pour travailler sur des modèles de predictive loyalty en mode surprise and delight. C'est véritablement en fait la good news story qu'on vient délivrer par nos canaux digitaux, mais on l'a fait parce que le scoring, parce que l'audience et parce que les patterns ont été détectés, et tout ça dans un environnement encore de récompense et de fidélité. Donc ça, c'est les chantiers sur lesquels on travaille avec mes équipes sur l'IA. Super, merci beaucoup Mehdi. Donc pour voir concrètement et qu'on discute ensemble avec les équipes iTouch sur comment est-ce qu'on a accompagné Accor encore plus dans le détail, vous pouvez venir nous voir au premier étage, au booth C14. N'hésitez pas et bien sûr, rejoindre All Accor, ça me semble indispensable. Il vous reste 5 secondes. Merci Jennifer. Merci.